Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment apprendre les rapports, les proportions et les taux, qui sont des concepts que vous avez peut-être un peu vus à l'élémentaire, mais peut-être pas trop en détail. Donc, nous autres, on va vraiment rentrer dans toutes les différentes façons de déterminer des inconnus et les différentes conventions qui sont utilisées. Donc, vraiment, il y a trois façons de l'exprimer quand on parle d'un rapport. Tu as l'option avec les deux petits points, donc un à côté de l'autre, qui veut dire 4 pour 3, ou tu as l'option de fraction, ou même tout en lettres, donc 4 pour, à chaque 3 ou 4 pour 3. Je vais être honnête avec vous, vous allez voir, moi, souvent, je préfère l'option fraction, tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser les stratégies d'isolation. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique façon de le faire. Donc, toutes les trois façons fonctionnent. Donc, un exemple, si je dis que j'ai un rapport entre 3 tasses de sucre et 5 tasses de fruits, donc tu pourrais l'écrire comme ceci, cela, ou tu pourrais dire 3 tasses de sucre pour 5 tasses de fruits. Évidemment, je pense que la version écrite, c'est sûrement pas votre préféré, mais vous pouvez toujours utiliser une de ces deux stratégies-là selon celle que tu préfères. L'autre affaire, c'est l'idée des rapports irréductibles. Donc, c'est un peu comme une fraction irréductible parce qu'un rapport et une fraction, ça peut être vu comme la même chose. Euh, c'est que des fois, il va falloir que tu les réduises s'ils ont un diviseur commun. Donc, exemple, parmi les députés fédéraux, 14 sont élus au Manitoba et 10 sont élus au Nouveau-Brunswick. Si je veux avoir un rapport entre le nombre de députés du Manitoba et des députés du Nouveau-Brunswick, donc le Manitoba en a 14 pour chaque 10 du Nouveau-Brunswick. Alors oui, ça c'est le rapport qui est donné dans la question, mais ce n'est pas irréductible. S'ils ont un multiple commun, je peux réduire cette fraction-là. Donc, je regarde ici, 14 et 10 ils ont un multiple commun de 2. Donc, les 2 se divisent par 2, ce qui va me donner 7 pour 5. Et des fois, tu ne vois pas le plus grand commun diviseur. Ça, c'est pas grave, parce que là, maintenant, je peux regarder est-ce qu'il y a un autre diviseur commun. Mais dans ce cas ici, non. Hein? Donc, 14 dixièmes, c'est la même chose que 7 cinquièmes. Donc, il y a 7 députés du Manitoba pour chaque 5 députés du Nouveau-Brunswick. Donc, juste un autre exemple ici. Donc, si j'ai les Penguins de Pittsburgh qui ont connu 40 victoires, 24 défaites et 18 matchs nuls, donc vous savez que c'est super daté cet exemple-là parce que les matchs nuls, ils n'existent plus. Donc, je vais écrire un rapport irréductible entre les victoires et les défaites. Donc, c'est 40 victoires pour chaque 24 défaites. Là, tu regardes, OK, ils ont des multiples communs. Moi, je vois que les deux, c'est des multiples de 4. Donc, je peux diviser par 4 en haut et en bas. Donc, ça va me donner 10 sur. Et en 24 dire 4, ça serait 6. C'est titre de ce que je dis. Des fois, tu n'as pas vu le plus grand multiple commun parce que là, je suis comme, hey, il y a aussi un autre multiple commun de 2 entre ces deux ici. Donc, c'est 5 pour 3. Fait qu'en réalité, dès le début, il y en a qui auraient vu tout de suite, ah, il y a un multiple commun de 8, j'aurais pu diviser par 8. Mais si tu ne le vois pas, tu peux simplifier d'une façon, j'ai fait diviser par 4, et ensuite tu pourrais diviser par 2 pour donner 5 tiers. Aussi, quand on parle de proportion et rapport équivalent, on peut l'utiliser pour trouver un inconnu. À cause, comme on a mentionné, un rapport irréductible, ça veut dire qu'il y a plein de rapports qui sont la même chose. Exemple, 1 pour 2 et 2 pour 4, c'est la même chose. Right? Il est tout simplement 2 fois plus grand, ce rapport-là, mais c'est le même rapport. Si je réduis 2 pour 4, ça va devenir une demi. Donc, si on regarde ici, j'ai 1 pour 3 et 2 pour blank. Donc, pour faire ceci, il faut que tu observes, ben, le plus grand est combien de fois plus gros? Tu compares des pommes avec des pommes. Tu ne peux pas faire le 3 et le 2. Là. Donc, tu regardes le premier de chacun, donc le 1 et le 2. Bien, le 2 est 2 fois plus grand. Donc, pour garder le même rapport, il faut que le 3 aussi soit 2 fois plus grand, ce qui va donc me donner 6. Là, même chose, je vais faire C en bas ici. Donc là, j'ai 24 pour 48, puis quelque chose pour 2. Donc là, tu regardes, OK, le 2
Puis le 48. Combien de fois plus grand est-ce que le 48? Donc encore, je regarde toujours vers le plus gros, du plus petit au plus gros. Puis là, si tu ne le sais pas, il y en a qui le voient tout de suite, là, mais si tu ne le sais pas, c'est une bonne idée de se rappeler qu'est-ce que c'est la division. La division, c'est le contraire de la multiplication. Fait que, exemple, je sais que 8 divisé par 2, c'est 4. Parce que 4 fois 2, c'est 8. Okay? Donc, c'est un peu ça la logique. Donc, si je veux savoir 2 fois quoi donne 48, bien, tu fais 48 divisé par 2. Oh, par là. Ce qui va te donner 24. Donc, ça, c'est 24 fois plus grand. Ce qui veut dire que celle-là aussi doit être 24 fois plus grand. Donc, ça, c'est tout simplement 1. Parfois aussi, tu le vois comme un terme manquant. Donc, 30 pour 24 égale à x sur 8. So, tu peux user des rapports équivalents ou tu peux utiliser une deuxième solution que je vais vous montrer dans un instant qui s'appelle la multiplication croisée. Donc, premièrement, moi, personnellement, n'importe quand je vois un exemple comme ceci, j'ai pas mal tendance à vouloir le mettre comme une fraction. Je trouve juste que c'est plus clair pour moi. Donc, 30 sur 24 est égal à x sur 8. Fait qu'ils sont égales. Alors, il faut que tu trouves la valeur de x qui va faire que c'est le même rapport. Donc, encore une fois, tu veux savoir ça, c'est combien de fois plus grand. Alors, tu regardes, tu n'es pas sûr, tu fais 24 divisé par 8. Il est 3 fois plus grand. Donc, ça aussi, c'est 3 fois 3. Alors, donc, ceci, ça veut dire donc, là, les trois petits points, x est égal à 10. Parce que 10 fois 3, c'est 30. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est celle de la multiplication croisée. Donc, 30 sur 24 égale x sur 8. C'est la multiplication croisée, ça fonctionne quand ton inconnu est en haut de ta fraction qui est sur le numérateur. Tu pars de celle en bas, tu vas au travers, puis tu descends. Donc, quand tu traverses comme ça en croisée, c'est une multiplication. Puis quand tu descends, c'est une division. Donc, ça va devenir 8 fois 30 divisé par 24, qui est mon x. Puis là, regarde bien, 8 fois 30, là, n'oubliez pas, il y a comme une parenthèse sous-entendue avec le rho, typiquement, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire dans une ordre différente. Là. Donc, 8 fois 30, c'est 240, divisé par 24, 10. Donc, x est égal à 10. Alors, la multiplication croisée, c'est absolument un outil très utile. C'est un truc, par exemple. Il y a pas comme, il y a une logique mathématique, mais ce n'est pas comme faire de l'algèbre. C'est un truc qui fonctionne. Tu peux utiliser la solution de ton choix. Mais là, par exemple, si l'inconnu est en bas du rapport, alors je regarde 30 pour x égale 15 pour 14. Donc là, je ferais OK, 30 pour x est égal à 15 sur 14. Là, mon x n'est plus en haut, donc je ne peux pas utiliser la multiplication croisée. Je veux dire, je pourrais absolument faire les rapports équivalents. Donc, je pourrais dire fois 2. Donc, ça aussi, ça va être fois 2. Ce qui veut dire que x va être 2 fois 14, qui est 28. Donc, le x serait 28 dans cette situation-là. Mais des fois, c'est comme des fractions, des choses comme ça, ou des décimaux, puis c'est un petit peu plus difficile à voir. D'où vient la stratégie du Crazy Z? Donc, le but du Crazy Z, c'est de créer, ou Crazy Z si tu veux, c'est de créer la lettre Z tout en partant de ton inconnu. Puis ça va dicter les opérations qui vont avoir lieu. Puis ça peut aussi remplacer la multiplication croisée parce que c'est essentiellement la même stratégie, juste appelée différemment. Donc, pour faire le Crazy Z, c'est que tu pars de ton inconnu, tu te rends au premier chiffre à côté, tu fais la croisée, puis tu complètes ton Z. Donc, remarquez, c'est un Z. Puis là, n'importe quand que tu traverses comme ça, c'est une multiplication. Puis la deuxième opération, c'est toujours une division. Donc, je pourrais dire que n, c'est 1,5 fois 10 divisé par 4. Alors là, je peux prendre ma calculatrice. Ce qui va me donner 3,75. De l'autre côté, encore, regardez là, on pourrait absolument faire la multiplication croisée, mais le Crazy Z va fonctionner également. Fait que tu pars de ta lettre, tu vas celui à côté, tu fais un Z. Donc, quand on traverse, c'est une multiplication, puis ensuite, c'est une division. Donc, ça veut dire que A, ça serait 24
fois 5 divisé par 12. Oh, pas là, j'ai bien les choses. Là. OK. Ce qui veut dire que mon A est 10 dans ce cas ici. Là, par contre, ça devient un petit peu plus compliqué des fois. Parce que là, n'importe quand tu as une situation de rapport, tu veux écrire ton rapport en premier. Donc, tu veux écrire qu'est-ce que tu as dès le début. J'ai un appareil photo qui coûte 175$. Ty et son frère se partagent le montant de la facture selon un rapport de 2 pour 3. So, Ty va payer 2 parts, puis son frère va en payer 3. Quelle est la part de Ty? So, souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est OK, écris qu'est-ce que tu as là. So, j'ai le rapport de Ty et son frère, qui est 2 pour 3. OK? Mais là, je veux savoir combien est-ce qu'ils vont payer, mais je ne le sais pas et je ne le sais pas. Right? Tout ce que je sais, c'est que le total est 175$. Donc, quand tu as une situation comme ça, où tu connais ni aucune des valeurs dans le deuxième rapport pour créer ton égalité, tu veux, ou comme on te donne le total, tu veux mettre le focus sur le total. Donc, oui, c'est 2 parts pour chaque 3 parts. Mais en tout, ça fait 5 parts. Right? Parce que 2 plus 3, 5. Ça veut dire qu'il y a 5 parts qui doivent être payées en tout, du 175$. Donc, je peux aller figurer combien est-ce que ça coûte une part. Parce que 175 va être divisé en 5 parts. Donc, je peux faire 175 divisé par 5 pour figurer une des parts, c'est combien? 35$. Donc, chaque part est 35$. Il y en a 5 en tout. So, Ty, il paye 2 parts. Donc, la part de Ty, c'est 35$ fois 2 parce qu'il en paye 2, ce qui fait 70$. Alors, Ty va payer 110$, son frère va payer 105$ dans ce cas ici. Il y a une deuxième stratégie, parce que ça dépend de ton enseignant. Certaines vont le montrer d'une façon. Moi, je le montre, pour moi, c'est plus comme ça, je le vois comme une logique. Mais il y a aussi des trucs que vous pouvez utiliser pour le faire. Donc, tu pourrais aussi le voir comme, OK, j'ai mes parts et j'ai mon total. N'importe quand on parle de total, tu peux te faire deux sections. Donc, mes parts sont 2 pour 3. Puis mon total, ici, ben, j'ai 5 parts au total. Puis le montant que ça va coûter, c'est 175$. Donc, tu peux vérifier, OK, parce que là, la nouvelle part, je ne le sais pas et je ne le sais pas, ça va être quoi? Mais tu peux dire le nombre total de parts, il est combien de fois? Tu sais, 5 fois quoi donne 175? On l'a trouvé, c'est 35. Donc ça, c'est fois 35. Ce qui veut dire que ça va être fois 35. Ça va être fois 35. Donc ça te donnerait ici que j'ai 110. Puis ici que j'ai 105. Tu peux choisir la stratégie de ton choix. Les deux fonctionnent très bien. Puis vraiment, ça dépend juste de toi comme personne, qu'est-ce que tu préfères. Ça peut aussi se compliquer parfois quand on parle de rapport à 3 termes. Parce que là, OK, j'ai 3 choses qui se comparent. Et personnellement, je te recommande de le voir comme des rapports équivalents. Donc oui, Crazy Z est possible si tu prends 2 des 3 valeurs pour le trouver. Mais moi, je recommande, si tu veux le voir plus clairement, c'est de le voir comme un rapport équivalent. Donc, de tout simplement voir combien de fois plus grand est-ce qu'un rapport est que l'autre. Donc ici, c'est 4 fois plus grand. Alors, ce serait la même chose. Ton 1, il serait fois 4. Ce qui veut dire que le A, il est 4. Puis ton 2, il serait fois 4. Ce qui veut dire que le B, il est 8. Donc 12, 4, 8, puis 3, 1, 2, c'est des rapports équivalents. Si on fait un exemple un peu plus difficile, là, on va regarder un sondage sur des couleurs. Fait que j'ai Jean-Marie qui fait un sondage afin de savoir qui préfère le rouge, le vert ou le bleu. Le rapport entre le rouge, le vert et le bleu dans les réponses des élèves est 3 pour 1 pour B, puis
parmi les 240 élèves de l'école, 60 élèves indiquent que le rouge est leur couleur préférée, donc je veux savoir ce qu'est la valeur de B. Alors, pour faire ceci, ce qui est souvent, moi je recommande toujours, c'est de faire une identification de qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est le fun, ça change de couleur. Donc, je sais que c'est 3 pour 1 pour B. Puis, je sais que de l'autre côté, donc je sais pas combien d'élèves, mais j'en ai, excusez, le rouge, il y en a 60, donc 60 élèves qui indiquent que le rouge, pardon. So, 60 pour, disons, on va dire A et C. Donc, je ne sais pas combien de gens qui préfèrent les autres couleurs. Donc là, je peux regarder à ça et dire, OK, bien, je peux peut-être trouver certains des inconnus. Fait que si je regarde ici, c'est un rapport équivalent, donc ça, c'est fois 20. Donc, le rapport à la droite, il est 20 fois plus grand que le rapport à la gauche. Alors, ça veut dire que ça aussi, c'est fois 20. Donc, il y a 20 personnes qui aiment la couleur vert. Hein? Donc, maintenant, je pourrais vraiment juste le changer ici. Mais là encore, j'ai des inconnus à B et à C. Donc, il faudrait que je connaisse une des valeurs. J'ai la capacité d'aller chercher celle-là. Parce qu'on me dit que j'ai 240 élèves dans l'école. Mais regarde, j'en ai 60, j'en ai 20. Je suis capable d'aller chercher combien de personnes qui préfèrent la couleur bleue. Parce que 60 plus 20, c'est 80 personnes. L'école a 240. Fait que si je veux savoir combien est-ce qu'il y en a qui restent, ben, je vais faire 240 moins 80, ce qui devrait me donner 160. Donc, ceci, c'est 160 élèves. Donc, il y a 160 élèves qui ont choisi la couleur bleue. So, pour terminer, j'ai juste besoin de figurer, bon, ben, le B fois 20 doit donner 160. Là, il y en a qui le voient tout de suite. Si tu ne le vois pas, tu peux faire 160 divisé par 20. Ce qui va te donner 8. Donc, le B, ce serait 160 divisé par 20, qui serait 8. Donc, ceci, ce serait 8. Donc, le rapport, c'est 3 pour 1 pour 8. Donc, afin de terminer la leçon d'aujourd'hui, nous avons regardé au rapport entre un prisme et sa pyramide associée. Donc, quand on dit un prisme et sa pyramide associée, ça veut dire qu'ils ont exactement la même aire de la base et exactement la même hauteur. Donc, on regarde ici, on a un cylindre et un cône. Donc, en assumant que les deux ont le même aire de base, donc ça veut dire que l'aire en bas ici est la même hauteur, on regarde aux équations, puis on remarque quelque chose. Donc, le volume du cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et le volume du cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, essentiellement, ils ont la même équation, sauf qu'il y en a un qui est divisé par 3. Pareillement, si on regarde l'aire d'un cube et une pyramide droite à base carrée. Donc, encore une fois, pourvu qu'ils ont la même aire de la base, donc la même aire ici, et la même hauteur, on voit que l'équation, encore une fois, pour le prisme et sa pyramide, c'est toujours, un est toujours 3 fois plus grand que l'autre. Donc, lorsque le prisme et une pyramide ont la même hauteur et la même aire de la base, le volume du prisme est toujours 3 fois plus grand que celui de la pyramide. Et ça, c'est quelque chose à tenir compte. Toujours. Donc, tu as 3 fois plus de volume là-dedans que là-dedans. Exactement 3 fois. Donc, l'exemple qu'on a fait, c'est un ancien exemple du test provincial. Donc, on a deux condamnats qui ont la même hauteur et la même base pentagonale. Tu n'as pas vraiment besoin de dessiner ça ici. Tu peux si tu veux. Là, je vais essayer de faire avec mes talents visuels. Fait que, un prisme et j'ai aussi une pyramide. Là, ça va être super laid. Et voilà, c'est supposé être une pyramide, ça, là. Donc, on en regarde les deux. Le prisme est rempli d'eau, qui est par la suite versé dans la pyramide. So, je le remplis d'eau, lui, ici, et ensuite, je verse dans la pyramide. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui reste. Ben, le prisme peut fitter 3 fois plus. Donc, au début, le prisme, tu sais, regarde, tu peux dire qu'il y a 3 tiers dedans. Tu sais, puis la pyramide, c'est 1 tiers de ça. Donc, quand que je verse dedans, maintenant, le prisme, il devrait y rester 2 tiers. Hein, parce que j'ai pris 1 tiers, ou j'ai pris, tu sais, il est 3 fois plus grand, donc j'ai pris une des 3 parts, je l'ai donné à la pyramide.
Donc, on regarde quelles des propositions sont vraies. Donc, la moitié de la capacité du prisme, c'est ce qui reste. C'est faux. On vient de montrer, il reste 2 tiers. 2 fois le montant dans la pyramide. Donc, ici, dans la pyramide, il y a 1 tiers de ce qu'il y avait dans le prisme. Et le prisme, il reste 2 tiers. Donc, effectivement, ça, c'est fois 2. Donc, ça, c'est effectivement vrai. Parce qu'il était 3 fois plus grand, j'ai tout rempli la pyramide, donc il reste encore 2 fois ce qui pourrait être dans la pyramide. Parce que la pyramide pourrait fitter 3 fois dans le prisme. 1 tiers de la capacité du prisme, c'est pas ce qui reste dans le prisme. Et le même montant que celui dans la pyramide, c'est faux également. Alors, ceci va faire la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.